dès qu'on commence à reprendre ces termes-là, en fait, on va reprendre des schémas de pensée qui vont nous amener aux apories de la métaphysique. Donc, très souvent, ce que fait Heidegger, c'est qu'il invente des nouveaux termes. Il y a beaucoup de néologismes chez Heidegger, et quand il veut penser l'homme et l'existence humaine, il a un terme, lui, qui est celui de Dasein. Littéralement, das, ça veut dire là, et sein, c'est être. Donc, l'homme, qu'il appelle parfois l'existant, enfin qu'on traduit plutôt, nous, en français, parfois par l'existant, c'est un Dasein, c'est un être là. Alors, pourquoi ce terme? Qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement, ce terme de Dasein? Eh bien, en fait, c'est une manière pour Heidegger d'insister sur le fait que l'existence humaine, elle est fondamentalement liée à l'espace. Une existence ne trouve à se déployer qu'à partir d'un lieu, un d'un. Il y a une spatialité fondamentale de l'existence, si vous voulez. Évidemment, une existence, ça se déploie dans le temps, mais on ne peut pas relativiser l'espace complètement. Temps et espace sont liés. Il faut un lieu, il faut un là, à partir duquel l'existence peut rayonner dans le monde. D'une certaine manière, alors Heidegger ne dit pas du tout ça, moi je ne fais que reprendre ce terme-là pour le raccrocher à nos petites préoccupations à nous. On pourrait dire qu'on retrouve ici quelque chose qu'on avait vu avec le concept de maison, d'une certaine manière. La maison, c'est, avons-nous vu, le principe d'habitation du monde. C'est le da, peut-être, c'est la forme concrète plutôt que prend le da du Dasein. C'est le lieu qu'on aménage pour aménager son rapport au monde. Bon, encore une fois, Heidegger, il ne parle jamais de maison, lui, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Enfin, si, il va parler de sa hutte, de la forêt noire, mais non, c'est un peu loin de ce qu'on veut expliquer là. Mais parce que justement, sa réflexion est beaucoup plus générale et beaucoup plus inscrite dans les caractéristiques ontologiques de l'existence. Mais néanmoins, je crois qu'on peut comprendre la maison comme une espèce, encore une fois, de forme concrète de ce da fondamental du Dasein. Ce qui est sûr, donc, c'est que l'existence implique ce rapport à l'espace et qu'il nous faut donc penser à la fois la demeure, le sistere ou le stare, et le mouvement, l'échappée, ex. De ce point de vue-là, l'existence, elle a un rapport paradoxal à l'espace. Elle n'a pas de lieu assigné, parce qu'on peut toujours s'échapper, on peut toujours partir, c'est ce que nous ont appris les existentialistes. Donc il n'y a pas de lieu définitif de l'existence, on pourrait dire, mais en même temps, il y a toujours besoin d'un lieu. Il faut un da au Dasein. Il faut peut-être, de ce point de vue-là, une maison au Dasein, si je puis m'exprimer ainsi. L'existence a besoin d'un espace à elle, d'une maison, au sens qu'on a donné au terme. Pensez peut-être aussi au texte de Virginia Woolf, Une chambre à soi. Tout l'enjeu de la revendication féministe dans ce livre, c'est précisément d'exiger un lieu à partir duquel l'existence féminine, telle qu'on souhaite la vivre, pourrait se déployer. Mais il y a besoin de ce lieu. L'existence, encore une fois, a besoin de ce lieu à partir duquel se déployer dans le monde. Et en même temps, toujours ce problème, ce paradoxe, aucun lieu ne peut enfermer l'existence. Elle peut et elle doit toujours pouvoir se déplacer, fuir dans l'inconnu. Alors, j'insiste là-dessus parce que vous allez voir que ça va nous permettre de donner un dernier sens au problème qui est le nôtre. Ramenons ça, si vous voulez, maintenant à cette histoire de peur de l'inconnu dans la maison. Le problème serait le suivant. Si ce qui caractérise l'existence, c'est de toujours pouvoir fuir et se fuir, de toujours pouvoir s'échapper, eh bien, comment expliquer dans ce cas que nous ayons peur de l'inconnu, et notamment de l'inconnu dans la maison? J'ai envie de dire que si on était purement existentialiste, l'inconnu n'est pas du tout ce qui devrait nous faire peur. Au contraire, l'inconnu, ça devrait nous rassurer, parce que ça va dans le sens de l'échapper toujours possible. S'il y a un inconnu dans la maison, on peut toujours fuir, partir, comme le fait d'ailleurs Beau
à la fin de la séquence du film que nous avons vu la fois dernière, qui s'échappe, n'est-ce pas? Donc, a priori, ça devrait nous rassurer, cela. Ça devrait être le sens de l'existence. Aucune raison d'avoir peur de l'intrusion de l'inconnu dans la maison, puisqu'on peut toujours se réjouir de pouvoir quitter la maison, de nous aventurer dans l'inconnu. C'est précisément ce qui fait la liberté humaine. Échapper aux définitions que la société, et parfois que nous-mêmes, nous nous imposons à nous-mêmes. Vous pouvez toujours devenir autre que celui que vous êtes, vous transformer et donc changer votre lieu. Alors on pourrait dire ça, mais je ne pense pas que ça suffise à nous rassurer de la peur de l'intrusion d'un inconnu dans la maison. Parce qu'au fond, cette peur, c'est autre chose. Je crois que au point où nous en sommes, nous pouvons commencer à envisager le fait suivant. Quand nous avons peur d'une intrusion d'un inconnu dans la maison, en fait, nous n'avons sans doute pas une peur habituelle. Tout simplement parce qu'on l'avait vu, la peur, c'est toujours quelque chose, un sentiment qui nous fait tendre vers le futur, vers l'avenir, vers une potentielle menace future. Donc la peur de l'intrusion d'un inconnu dans la maison, ça devrait être la peur d'une intrusion à venir. Or, ce n'est sans doute pas exactement le cas. Si nous avons tant peur de l'intrusion de l'inconnu dans la maison, et si le fait de pouvoir nous échapper ne nous rassure pas, c'est peut-être qu'en fait, cette intrusion, ce n'est pas une menace à venir, mais une menace déjà advenue. La menace, l'inconnu qui nous menace, ne viendrait pas de l'extérieur. L'inconnu nous menace parce qu'il est déjà présent à l'intérieur. Vous voyez qu'en fait, la peur de l'intrusion dans la maison, cette inquiétude, elle concerne bien l'existence elle-même, la possibilité même de l'existence. Parce que si cet inconnu est déjà là, la question est de savoir comment échapper à l'intérieur de nous. La question devient celle de savoir comment échapper à soi-même. Est-ce qu'on peut encore exister si l'inconnu nous poursuit de l'intérieur? Souvenez-vous ce plan dans le film que nous avions vu la semaine dernière, où l'inconnu qui était au-dessus de Beau dans la baignoire, là, en fait, était déjà à l'intérieur parce qu'il était déjà dans la pupille, dans les yeux du personnage. Il était déjà rentré d'une certaine manière. À quoi bon donc affirmer avec les existentialistes qu'on peut toujours fuir et échapper si en fait quelque chose nous échappe en nous-mêmes? Vous aurez beau vous déplacer, changer de lieu, ça continuera à être là avec vous. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le film. J'ai dit tout à l'heure, Beau, il quitte la maison, il s'enfuit en courant. Mais le film n'est pas terminé. Et tout ce qui reste dans le film, il va se déplacer même pas mal, il va y avoir, disons, 2 grands endroits encore. La menace ne fait que le poursuivre, et il ne va faire que se rapprocher toujours un peu plus de la menace en fuyant. Autrement dit, si il fuit l'étranger présent dans sa maison, mais il n'est pas certain que cette fuite arrange les problèmes. On ne s'en sort jamais, encore une fois. On retrouve là ce qu'on a pu voir sur la temporalité étrange de la peur de l'intrusion dans la maison. On n'en sort jamais. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire que le « ex » de existence, il prend un nouveau sens. Il ne désigne pas un mouvement dynamique et volontaire d'échapper, de fuite. Ex renvoie plutôt, on pourrait dire, à un mouvement en arrière. Un espèce de retour amont. Un retour en amont, comme disait, retour amont, c'était l'expression de René Char, je crois, à laquelle, en fait, on ne peut pas échapper totalement, vers nous. On ne peut pas échapper à ce qui est déjà là en nous, ne serait-ce que parce que c'est cette chose qui nous échappe. C'est cette chose que nous ne maîtrisons pas. Eh bien, on va essayer d'effectuer dans ce cours, dans la suite du cours, ce retour à nous. C'est ce mouvement
ex-cela qu'on va essayer de provoquer. On va essayer de comprendre que la peur de l'inconnu dans la maison peut nous éclairer à condition de mettre au jour, du moins autant qu'il est possible, l'inconnu qui est en nous. Donc, je vous l'ai dit, je l'ai déjà annoncé, pour ce faire, j'envisage un cours en 3 parties. La première, qu'on va commencer tout de suite, sera vraiment centrée sur le concept d'inquiétante étrangeté, sur la psychanalyse, et je vais axer le truc sur une espèce de dialogue entre Freud d'un côté et Lynch de l'autre côté, qui me permettra d'illustrer et de problématiser la conception freudienne. La seconde partie, elle sera plus topographique, on va dire. On va revenir plus précisément à la maison comme forme architecturale pour essayer de voir justement pourquoi cette forme et cette symbole en même temps de la maison est si intéressant pour parler de cette peur de l'inconnu en nous. Là, j'utiliserai, ça sera de la philo plutôt, ce sera Bachelard, et on fera, avec la poétique de l'espace, et on fera un lien entre le texte de Bachelard, donc la poétique de l'espace, et puis un certain nombre de films qui relèvent plus. Alors, il y aura beaucoup de films d'animation, là, vous verrez plutôt. Et puis enfin, j'ai prévu une 3e partie. Alors j'espère qu'on aura le temps de la faire. Alors, au début, l'idée, je voudrais me consacrer dans cette dernière partie à l'ennemi intérieur, à l'inconnu intérieur, on pourrait dire à l'inconnu intime. Et pour cela, j'avais l'idée de mêler un peu les 2 premières parties et d'aller chercher l'inconnu dans la maison, presque au sens littéral, au sens de vos proches, la façon dont l'inconnu et l'étranger et l'inquiétude peut se greffer sur les personnes qui sont les plus proches de nous, celles qui composent le noyau familial traditionnel. Et donc j'avais l'idée un peu de montrer comment le père, la mère, le fils, la fille, etc. peuvent chaque fois dans le cinéma apparaître comme des figures de l'inquiétante étrangeté. Donc je voulais faire une espèce de portrait de famille en horrible personne, on pourrait dire. Donc j'avais pensé à un film que je vais utiliser, ça c'est sûr, c'est We Need to Talk About Kevin, sur le fils. Sur la fille, j'avais pensé à L'Exorciste, évidemment. Sur le père, j'avais pensé au père dans Twin Peaks, le film Fire Walks With Me. Et puis sur la mère, il y avait Hérédité de Ari Aster, dont on parlera par ailleurs. Au fur et à mesure, là, je suis un petit peu en train de changer. Là, je suis en train de commencer à faire ce dernier cours. Peut-être qu'on va se recentrer sur la figure de l'enfant, parce que ça va me permettre d'aller un petit peu plus précisément dans la réflexion phénoménologique, parce que l'enfant, c'est censé être la chair de la chair. Vous voyez, c'est cette expression un peu classique. Et là, je trouve ça hyper intéressant de montrer comment la chair de la chair peut être le lieu de l'intimité la plus inquiétante. Donc pour ça, finalement, c'est pas encore sûr, mais peut-être qu'on va se resserrer sur 2 films, We Need to Talk About Kevin, comme je l'avais dit, et puis un film de Michael Haneke qui est Benny's Video. Voilà où j'en suis à peu près. J'en ai fini pour cette intro. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, soit sur le cours lui-même, soit sur la façon de procéder? Non? Alors, on y va. Et encore une fois, pour le caractère, pour éviter l'endormissement général, n'hésitez pas à m'interrompre et à m'interroger, même si je peux aussi prévoir une plage de questions plutôt à la fin du cours. Première partie du cours, en tout cas, je l'ai intitulé « There's someone in the house ». There's someone in the house. J'ai utilisé l'anglais parce que c'est en référence à Lynch. La première partie, donc, c'est l'inquiétante étrangeté dans le cinéma de David Lynch. Ouais. There's someone in the house. Il y a quelqu'un dans la maison. L'inquiétante étrangeté dans le cinéma de David Lynch. Alors, le titre est un peu ronflant, parce qu'en fait, on ne va pas parler de tout le cinéma de David Lynch. On va en fait beaucoup se focaliser sur Lost Highway et Eraserhead. Je voulais aussi beaucoup montrer Mulholland Drive, et en fait, j'ai eu l'idée suivante, parce que ça me prendrait peut-être trop de temps. En fait, je vais vous demander de regarder Mulholland Drive, si vous ne l'avez pas vu, de votre côté, et je vous demanderai à un moment d'essayer de m'expliquer Mulholland Drive à l'aune de ce que nous aurons vu à propos de Lost Highway et Eraserhead. Ça me paraît une bonne manière, parce qu'en fait, les films sont très différents d'un point de vue esthétique, Lost Highway et Mulholland Drive, mais en même temps, c'est le même film. C'est assez étonnant. Donc, vous essayerez de regarder les deux et de voir
comment le commentaire qu'on propose sur l'un peut vous permettre d'éclairer l'autre. D'accord? Donc je trouve que c'est un bon exercice de mise en pratique, en quelque sorte, de ce qu'on voit en cours. Alors pourquoi j'ai choisi ce réalisateur et ces films en particulier? Parce qu'en fait, d'abord les films fournissent des espèces d'exemplification, d'illustration parfaite du concept d'inquiétante étrangeté chez Freud. Donc ça c'est un premier point. Mais il y a un deuxième point, c'est que Lynch m'intéresse également pour, j'ai envie de dire, sa vie, parce que vous verrez qu'il y a certains points de son existence qui permettent également de réfléchir sur les liens plus généraux entre art et psychanalyse. Le but de ce cours, ce n'est pas simplement de parler de l'inquiétante étrangeté, ça sera de voir ce que peut la psychanalyse sur l'art. Quel discours elle nous propose et elle permet sur l'art. Est-ce que ce discours est convaincant ou pas? Est-ce qu'il est suffisant ou pas? Vous allez voir que de prendre vie et œuvre de David Lynch en lien avec certains textes de Freud, parce qu'on va beaucoup élargir par rapport à l'inquiétante étrangeté, vous allez voir que ça peut fonctionner. Alors, on va commencer, premier point de ce cours, on va parler de l'effroi de l'inconnu, de la peur de l'inconnu dans la maison, dans Lost Highway. Et pour ça, on va regarder tout de suite un extrait, une séquence assez courte du film. Alors, là, pour le coup, c'est le début du film, enfin, c'est la première partie du film, mais c'est déjà un petit peu engagé et il faut que je pose un certain nombre de repères si vous n'avez pas encore vu les choses. Le personnage principal là, que vous voyez de la première partie, qui est interprété par Bill Pullman, il s'appelle Fred. Il est marié à une femme qui s'appelle Renée, qui est interprétée par Patricia Arquette. Alors, dans la première partie du film, Patricia Arquette, elle est brune, elle deviendra blonde dans la seconde partie. Et Fred, c'est un musicien, un saxophoniste. On est à un moment de tension, de crise dans le couple. Crise d'abord conjugale, parce que leur relation bat de l'aile et Fred suspecte sa femme de le tromper. Par ailleurs, cette crise, c'est aussi une crise quelque chose de plus... Enfin, qui sort de la relation conjugale proprement parlée, qui touche à leurs conditions de vie. Depuis quelque temps, ils sont inquiétés par une étrange menace. C'est-à-dire que le matin, quand ils se lèvent, sur le perron de leur maison, ils trouvent des cassettes vidéo. Enfin, il y en a eu 2 jusqu'à présent. Et quand ils regardent ces cassettes vidéo, la première fois, c'était un enregistrement où on voyait la maison, leur maison, filmée de l'extérieur. Bon, c'était un peu bizarre, mais ils se sont dit, c'est un agent immobilier, peut-être qu'il veut nous faire proposer de vendre la maison, je ne sais pas quoi. La deuxième fois, même chose, sauf que cette fois-ci, ça continue, et il y a intrusion, c'est-à-dire que le filmeur est rentré chez eux, il a filmé l'intérieur de la maison, il est même allé jusqu'à leur chambre et les a filmés dans leur lit, en train de dormir. Donc cette fois-ci, évidemment, il y a encore plus d'inquiétude, on appelle la police, on réfléchit aux alarmes, etc., et on se demande ce qui se passe. Donc il y a déjà eu, donc, au moment où on prend le film, intrusion de l'inconnu dans la maison. Et au moment où ce qu'on va regarder, là, cette séquence, le couple est invité à une espèce de fête chez un ami de René, et René vient de demander à son mari d'aller lui rechercher un verre au bar. Si c'est trop fort, vous me faites un signe. Ça va le son? We had met before, hadn't we? I don't think so.
Where was it you think we met? At your house, don't you remember? No, I don't. Are you sure? Of course. As a matter of fact, I'm there right now. What do you mean you're where right now? At your house. That's fucking crazy, man. Call me. Dial your number. Go ahead. I told you I was here. How'd you do that? Ask me. How'd you get inside my house? You invited me. It is not my custom to go where I'm not wanted. Who are you? Give me back my phone. It's been a pleasure talking to you. You were getting me a drink. Andy, who's the guy on the stairs? Guy in black. I don't know his name. He's a friend of Dick Laurent, I think. Dick Laurent. Yeah, I believe so. But Dick Laurent is dead, isn't he? He is. I didn't think you knew Dick. How do you know he's dead? I don't know him. Dick can't be dead. Who told you he was dead? Oh, honey. Who's dead? Let's go home. Now. You never should have come here in the first place. So how'd you meet that asshole Andy, anyway? It was a long time ago. We met at a place called Monk's. We became friends. He told me about a job. What job? I don't remember. Anyway, Andy's okay. Well, he's got some pretty fucked up friends. Hey! Stay in the car.
I told you to stay in the car. What is it? Why did you make me stay out here? Hmm? I'll tell you why. Because I thought someone was inside the house. Was there? No, of course not. Alors, ce qui m'intéresse, on va beaucoup se centrer là-dessus, je reviendrai sur d'autres éléments de la séquence dans d'autres coups. Ce qui m'intéresse ici, c'est la première partie, surtout la rencontre avec celui qu'on appelle parfois l'homme mystère. Selon Fred, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Mais l'homme mystère, lui, affirme que ce n'est pas le cas. Ils se seraient déjà rencontrés. Et il dit qu'ils se sont rencontrés justement dans sa maison, at your place, qui d'ailleurs est ambigu en anglais parce que ça veut dire à votre place, ça pourrait dire c'est lui-même, quoi. C'est la maison et c'est lui-même d'une certaine manière. De fait, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce personnage, il est déjà apparu dans le film, mais de façon très fugitive, dans un cauchemar, presque on pourrait dire, comme un cauchemar plutôt de Fred. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, le couple était au lit et Fred a commencé à raconter justement un de ses cauchemars. Et juste après son récit, on a vu, mais comme en flash, le visage de cet homme mystère dans une sorte de surimpression sur le visage de sa femme. C'était assez étrange. Et c'est la première fois, en tout cas, on a à peine le temps de les reconnaître, hein, c'est tellement rapide, mais en tout cas, il est déjà apparu de cette manière-là. Quoi qu'il en soit, que ce soit la première apparition ou pas, ce qui est certain, c'est que toute la mise en scène cinématographique est là pour insister sur le caractère extraordinaire de cette apparition et de cette rencontre avec le personnage. Avant même le coup de fil, j'ai envie de dire, qui est quand même le summum, le morceau de choix, on est frappé par l'apparence du personnage et la façon dont il surgit dans la foule. Leur rencontre est très étrange, je dirais, parce qu'elle est marquée comme du sceau de l'inéluctable. Il y a des chaises, là, vous ne voulez pas prendre des chaises plutôt que de rester par terre? Il y en a plein partout, là. Non? Sceau de l'inéluctable, donc, parce que, comme par un fait exprès, Fred va remarquer tout de suite cet homme mystère. Et l'homme lui renvoie quelque chose comme un signal de reconnaissance. Il y a un sourire immédiat. On a l'impression, au fond, que leur rencontre était prévue de toute éternité. D'ailleurs, dès qu'il a fini de discuter avec Fred, il quitte les lieux comme s'il était venu presque que pour lui. Ça, c'est le premier point. Il y a quelque chose d'étonnant dans cette façon qu'ils ont de s'attraper du regard immédiatement. Deuxième point, c'est que cet homme, il est d'autant plus étrange, et on le remarque d'autant plus qu'il y a ce maquillage tout à fait particulier. C'est un visage fardé, comme s'il avait mis de la poudre. Et son visage donne l'impression d'être figé dans une expression, comme écarquillé. Les yeux, la bouche sont écarquillés. En fait, ce n'est pas un visage qu'on voit, on pourrait dire ça ressemble plutôt à un masque. Le masque, persona en latin, c'est intéressant parce que persona, justement, on pourrait dire que ce qu'on voit là, c'est personne. Ce personnage, c'est personne. Personne, parce que personne d'autre ne semble remarquer que Fred. Il n'existe quasiment pour personne d'autre que pour Fred. Et cette impression qu'il n'existe que pour Fred est renforcée, j'ai envie de dire, par tout le travail sonore, qui est un grand classique de la mise en scène chez Lynch. Dès que l'homme mystère apparaît, le son d'ambiance est complètement chanté, on n'entend plus la musique, on n'entend plus aucun son, et il n'y a plus que les voix de l'un et de l'autre, comme s'ils étaient à part, en dehors du monde. J'aurais envie de dire, si j'interprétais déjà un petit peu plus loin, on est en dehors du monde parce que là, on est dans la tête de Fred.
Donc tout est fait en tout cas pour d'emblée donner une résonance étrange à cette rencontre. Venons-en donc au plat de résistance, le coup de téléphone. Là, on entre dans l'étrangeté parce qu'il y a une ubiquité tout à fait impossible de l'homme. Il est à la fois ici, face à Fred, et là, dans sa maison. Ça défie la logique. L'intrus est là, même quand il semble dehors. Vous voyez qu'on retrouve quelque chose qu'on avait déjà vu dans Beau is Afraid. Cette idée qu'en fait, on ne peut jamais sortir de la peur de l'inconnu dans la maison. Même quand il n'est plus là, il est encore là. On ne peut jamais en finir. Même lorsque l'intrus semble à l'extérieur, il est encore à l'intérieur. Et ce défi à la logique, cette impossibilité de l'ubiquité, là, ça vient donner au film, à ce moment-là, une coloration fantastique. Alors, qu'est-ce que c'est que le fantastique? J'en profite pour glisser quelques points qui pourraient aider les uns ou les autres. Pour comprendre ce que c'est que le fantastique, je vous invite à lire un texte qui parle non pas de cinéma, mais de littérature. Ça s'appelle « Introduction à la littérature fantastique ». Introduction à la littérature fantastique. C'est vraiment, à mon sens, le meilleur ouvrage qui ait jamais été écrit sur ce thème. Et on le doit à un spécialiste de littérature et du langage qui s'appelle Tzvetan Todorov. T-O-D-O-R-O-V. Tzvetan Todorov. Qu'est-ce qu'il nous dit du fantastique dans la littérature? Eh bien, d'abord, ce qu'il nous dit, j'en parle parce que ça peut évidemment être transposé à tous les arts, je crois, et notamment au cinéma. Il nous dit, le fantastique, c'est l'indécidable. Qu'est-ce que ça signifie? Le fantastique, c'est l'indécidable. Eh bien, pour éclairer cela, il s'inspire d'ailleurs de Freud dans L'inquiétante étrangeté. Todorov dit que le fantastique, pour comprendre sa spécificité, il faut notamment le distinguer du merveilleux. Le fantastique n'est pas le merveilleux. Et ce qui distingue fantastique et merveilleux, c'est leur rapport à la réalité et à la surréalité. Dans le merveilleux, les éléments surnaturels ou surréels, comme il le dit lui-même, sont tout à fait admis par convention. Vous voyez, dans les films fantastiques, il y a des fées, il y a des licornes, il y a tout ce que vous voulez. Ces animaux-là n'existent pas dans la réalité, mais on affirme, on pose par convention avec le lecteur que ça peut exister dans le monde qu'on dépeint. Ça, c'est le merveilleux. C'est Star Wars. Vous voyez, il y a des espèces, il y a des mondes autres avec des monstres autres, etc., etc. Bon. La science-fiction, la plupart du temps, elle relève, enfin très souvent, non, pas la plupart du temps, excusez-moi, je retire ça, très souvent relève du merveilleux. Dans le fantastique, il en va autrement parce que le surnaturel ou le surréel n'est pas posé, n'est pas admis de façon conventionnelle. Il est simplement suggéré à titre de possibilité. Dans le fantastique, tout est fait pour suggérer qu'il y a peut-être des éléments surnaturels ou des choses qui nous échappent, il y a peut-être eu un fantôme là qui vient de passer. Et en même temps, on se débrouille pour suggérer que c'est peut-être pas le cas. Peut-être que les choses pourraient très bien s'expliquer de façon naturelle. Ah ben non, c'est pas un fantôme qui vient de passer à côté de moi, il y a un courant d'air, la fenêtre était ouverte. Vous voyez. Donc le fantastique, c'est ça, c'est l'indécidable, parce que vous ne pouvez jamais décider si la chose qui s'est passée, l'événement qui s'est produit, relève du surréel ou simplement du réel. Ça veut dire que le fantastique, c'est un art d'équilibriste. Il faut sans arrêt faire balancer votre lecteur ou votre spectateur, si vous êtes cinéaste, entre le réel et le surréel. Chaque fois que vous avancez la possibilité du surnaturel, il faut contrebalancer cette possibilité-là en montrant que, non, ça pourrait peut-être s'expliquer réellement. C'est ce qui fait que le fantastique est très souvent un art difficile à maîtriser sur la longueur. Il y a énormément de films qui commencent de manière fantastique et qui finalement basculent dans le merveilleux. On finit par affirmer que le monstre existe bien, le fantôme existe bien, etc., etc. Tout simplement
parfois, et c'est parfois décevant, parce que c'est trop dur de rester sur cette espèce de corde du fantastique. En tout cas, dans les longs métrages ou dans les romans, le fantastique est dur à tenir. Regardez un film comme Hérédité de Ari Aster. Moi, c'est un film, j'avoue, que j'aime beaucoup, mais j'ai découvert il y a très, très récemment, mais qui m'a un petit peu déçu. Parce qu'il commence comme un film fantastique, et au bout d'un moment, il bascule dans le merveilleux, entre guillemets, ou le cauchemar, le film diabolique, etc. Il y a parfois une déception quand on perd le fantastique. C'est possible, en tout cas, c'est une possibilité. Alors, dans Lost Highway, au point où nous en sommes, le fantastique s'impose. Parce que l'homme mystère, il réalise quelque chose de prodigieux, de surnaturel. Et en même temps, tout est fait pour que le doute demeure. Première réaction de Fred, « How did you do that ?» L'air de dire, il y a un truc. Bon, vous m'avez bien eu. En fait, c'est comme vous êtes un magicien. N'est-ce pas? Donc, il doit y avoir un truc, une explication rationnelle. Donc, on est bien dans le fantastique. Et c'est la même chose à la fin de la séquence. Lorsque les lumières apparaissent dans la maison. D'ailleurs, on ne sait pas trop pour qui elles apparaissent. Parce que Fred, il est dans sa voiture, il n'a pas pu voir ça. Donc on peut se dire, bon, en fait, non, c'était juste un espèce de fantasme de Fred. Puis en plus, les lumières, elles sont un peu étranges, elles ont une manière de s'allumer et de s'éteindre qui paraît un peu étonnante, quoi. Et puis juste après, on nous dit, non, en fait, il n'y a rien, il n'y a personne. Et en même temps, il y a ce coup de téléphone, et ce mouvement de caméra très étrange qui est allé vers le visage de Fred, où on se dit, non, il y a peut-être quand même quelque chose d'étrange dans cette maison. Bref, on ne sait pas. On balance, c'est l'indécidable, on est dans le fantastique. C'est la raison, voyez, pour laquelle le fantastique est souvent beaucoup plus inquiétant que la science-fiction, les films d'horreur ou les films véritablement merveilleux. Alors, vous allez voir, pour expliquer cette inquiétude fantastique, la psychanalyse va nous offrir des outils assez fantastiques, assez utiles, pardon. Il va falloir en évaluer le sens et la portée, mais avant même d'aller vers Freud, je voudrais essayer de décrire plus précisément pourquoi il y a quelque chose d'effrayant et d'inquiétant dans cette séquence. On l'a dit d'abord parce que l'ubiquité de l'homme, ça j'ai déjà évoqué, remet en question la structure logique du monde, les lois même de notre monde. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça se raccrocherait plutôt à ce qu'on a vu en introduction, parce que c'est de l'intrusion dans la maison dont il est question, soit le lieu de l'intimité, le lieu censé être le refuge, et on s'aperçoit que ce lieu refuge n'a plus rien de protecteur. Dernier point, parce que ça va nous amener directement vers Freud, parce que cette inquiétude, cette étrangeté, ont partie liée avec la familiarité. Pourquoi je dis ça? Bien tout simplement à cause de ce qu'on a vu tout à l'heure. L'homme mystère, il surgit de nulle part, et en même temps, il a quelque chose de familier pour Fred. C'est même ce qu'il affirme, lui. On se connaît. On s'est rencontrés chez vous. Il est familier aussi parce qu'il a toujours un coup d'avance sur Fred. Il le précède, en quelque sorte. Il lui dit tout ce qu'il faut faire. Et l'autre s'exécute. Et à la fin de son petit prodige, là, il ne dit pas comment il aurait pu s'introduire chez lui et répondre au téléphone tout en étant devant lui. Sa seule réponse, c'est quoi? C'est un rire. Mais un rire qui est glaçant parce que c'est un rire éloquent. Dans son rire, l'homme semble... Il y a une familiarité effrayante de ce rire. L'air de dire, tu me demandes comment j'ai fait, mais il aurait l'air de dire, tu le sais très bien. Le rire semble dire, tu le sais très bien. Et c'est d'autant plus... Attends, je termine juste là-dessus. C'est d'autant plus intéressant, cette familiarité, que nous sommes, nous, spectateurs, mis à la place de Fred. C'est familier aussi pour nous, parce que dans le chant contre chant, l'homme mystère est filmé en subjectif. Donc ce rire s'adresse aussi à nous, spectateurs, comme si on partageait quelque chose avec Fred, et notamment ce sentiment de familiarité étonnante avec ce personnage inconnu et effrayant. Pardon.
guérit au moment où il lui demande qui êtes-vous. Mais avant, il lui répond quand il lui demande comment est-ce que vous êtes rentré chez moi, il dit vous m'avez invité. You invited me. Oui, mais c'est pas une réponse à la question de savoir comment il peut avoir fait ça, tu vois. Et en fait, vous m'avez invité, c'est, comment dire, là encore, c'est exactement comme le fait de chanter le son, etc. C'est déjà une manière de suggérer, de faire de la maison une métaphore de l'esprit de Fred. Vous m'avez invité au sens où vous m'avez invité là-dedans, quoi. Donc vous m'avez peut-être pas invité dans la maison au sens objectif, littéral, de lieu architectural, mais je suis là parce que vous m'avez invité là, effectivement. Donc, je veux insister sur cette familiarité que l'on voit déjà là à l'œuvre dans la séquence, parce qu'au fond, c'est exactement, il y a tous les enjeux ici de l'inquiétante étrangeté telle que va la thématiser Freud, et on va donc maintenant se tourner vers la psychanalyse et ce concept freudien pour essayer d'expliquer la séquence. Mais vous allez voir que pour expliquer cette séquence et pour en arriver, avant d'en arriver à l'inquiétante étrangeté, je vais d'abord faire un très 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 long détour. Ça va nous occuper au moins tout le reste de la matinée et puis sans doute un bout de la semaine prochaine. Parce que, au-delà de l'inquiétante étrangeté, je vous l'ai dit, je veux comprendre ce qui se joue pour la psychanalyse dans le rapport à l'art. Et ce que le discours psychanalytique peut dire de l'art. Donc, nous arrivons, ce faisant, dans la deuxième partie du cours. Je l'ai intitulé, donc la première, c'était quoi ? La première, c'était l'effroi de l'inconnu dans la maison dans Lost Highway, donc on était centré sur l'exemple. La deuxième partie, explication et interprétation de l'art dans la psychanalyse freudienne. Explication et interprétation de l'art dans la psychanalyse freudienne. Explication et interprétation de l'art dans la psychanalyse freudienne. Alors, vous allez voir que c'est intéressant parce que c'est ambivalent. Freud dit la psychanalyse peut interpréter l'œuvre d'art, et en même temps, il ajoute toujours que cette explication ou cette interprétation, elle est très limitée. En fait, il y a énormément de problèmes. Il le reconnaît lui-même. Donc la psychanalyse, son fondateur, on le connaît, c'est Sigmund Freud. Il naît en 1856, il meurt en 1939, juste avant donc le second conflit mondial. À l'origine, il a une formation de médecin neurologue. Et puis, sous l'influence de Charcot, en travaillant l'hystérie aussi avec Breuer, il a peu à peu, et dès 1895, donc dès la fin du 19e, il a développé ce qui va s'appeler psychanalyse, et qui est d'abord d'ailleurs en associant l'hypnose, les techniques de l'hypnose et les techniques de l'analyse. Qu'est-ce que c'est que l'analyse ? En fait, analyse, ça renvoie à analyse de la libre association dictée par le patient. Libre association de... Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, on demande au patient de dire tout à fait librement toutes les associations qu'il fait lui-même, que ce soit des images, des idées, des souvenirs, des rêves, etc., etc., tout ce qui lui passe par la tête, on pourrait dire, quand il pense à son trouble ou au problème qu'il habite. Libre association, c'est une libre association donc de toutes les représentations mentales qu'on associe aux symptômes. Alors déjà, une première remarque, Freud est un médecin, mais vous voyez qu'il invente une nouvelle médecine, une médecine qui passe par le discours. La médecine passe par le discours, et passe par le discours du patient. C'est le patient qui fait son analyse. Alors, je vais faire plusieurs remarques. Cette médecine, d'abord cette psychanalyse, reste une médecine. Pourquoi ? Parce que le but premier, il est thérapeutique. Il s'agit de guérir, il s'agit de soigner le patient d'un trouble. Donc Freud, la psychanalyse, s'inscrit bel et bien dans l'objectif médical. Il s'agit de guérir le malade. Alors comment ? En lui faisant comprendre son trouble par son propre discours.
le symptôme, pour Freud, psychanalytique, quand il n'est pas... C'est quelque chose qui n'est pas explicable par des causes physiologiques. Le psychiatre, le psychanalyste intervient quand la médecine traditionnelle et physiologiste ne peut plus rien, ou ne peut rien. Et ce trouble, justement, en général, avant Freud, avant la psychanalyse, on pourrait dire que ça nous fait basculer dans l'inconnu, dans l'énigmatique. Le médecin n'a rien à dire. Ben non, on regarde vos fonctions organiques, tout fonctionne très bien, je ne comprends pas, je ne peux pas vous dire pourquoi. Et en général, eh ben, ça passe aux oubliettes, tout ça. Ou alors, ça passe dans des circuits encore plus complexes, quoi. L'enfermement. Donc, l'idée de Freud, eh bien, c'est de se coltiner l'énigme du symptôme. La médecine ne peut pas l'expliquer, eh bien, il faut inventer une médecine qui pourra l'expliquer. Donc, le psychanalyste, il est là avant tout pour se confronter à ce qui résiste à la médecine traditionnelle, à accepter l'étrangeté du symptôme, à se confronter à cette étrangeté. Donc, j'insiste là-dessus parce qu'au fond, vous voyez que le fond même de la psychanalyse, c'est la confrontation avec ce qui est étrange. Et l'intérêt, je crois, du discours psychanalytique, c'est très décrié aujourd'hui, la psychanalyse, mais il y a quand même quelque chose, et pour des raisons parfois intéressantes d'ailleurs, mais il y a quand même quelque chose qui pour moi est fondamental et que je trouve assez merveilleux, c'est cette idée que, d'abord, on va évidemment faire cette confrontation avec le symptôme et l'étrangeté, et on va essayer de la comprendre par le discours, de nommer le problème, de le comprendre, de le faire comprendre, et non de le contourner. Parce qu'il y a toute une psychologie qui, à revers de la tradition psychanalytique, psychologique on peut dire comportementale, qui ne cherche pas à se débarrasser du symptôme par sa compréhension psychanalytique, mais par le contournement du symptôme. Vous avez un problème, je ne sais pas, vous avez la phobie des araignées, ben pensez à une plage, bon je caricature, hein, mais pensez à une belle plage ou au lieu que vous aimez être, où vous aimez être quand vous voyez une araignée. Donc il ne s'agit plus là de comprendre le symptôme, il s'agit de le contourner, de créer des automatismes psychiques qui vous font en quelque sorte éviter les impasses du symptôme. Là, pour moi, la force de la psychanalyse, c'est de ne pas chercher ce contournement, mais de se confronter directement au problème et d'essayer de le comprendre. La psychanalyse, donc, est une médecine, mais la psychanalyse est aussi une théorie et un discours. Il s'agit qui se fonde sur le discours des patients. Mais c'est aussi un discours propre. La psychanalyse, elle suppose tout un échafaudage théorique, et notamment une théorie du sujet. C'est pour ça qu'il y a des ponts entre psychanalyse et philosophie. La psychanalyse suppose une théorie du sujet. Et cette théorie psychanalytique, ce discours psychanalytique, il est à rebours peut-être de la philosophie, en tout cas, ou en tout cas en décalage avec le tout venant de la philosophie, il est strictement scientifique. C'est-à-dire que Freud, il a la prétention de produire un discours scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire scientifique ici? Ça veut dire que en fait, le discours fonctionne avec l'outil principal de la science, qui est le principe de causalité. Le discours scientifique, c'est celui qui veut montrer les causes des phénomènes. Le principe de causalité, qu'est-ce qu'il affirme? Il affirme que tout effet est précédé par une cause et que toute cause entraîne des effets. Et que pour expliquer un phénomène, il faut en montrer les causes. Eh bien, c'est ça la science, montrer les causes, la science moderne. Et Freud veut s'inscrire là-dedans. Il veut rester du côté du principe de causalité. Simplement, ce que va faire Freud, c'est, au fond, essayer d'étendre le principe de causalité au-delà de la sphère de la conscience. Déjà, il essaye de montrer que la causalité, elle ne s'applique pas simplement à la physique, au monde extérieur, on pourrait dire. Ça peut concerner aussi le monde psychique. Il y a une nature de l'esprit, déjà, de ce point de vue-là. Mais, plus précisément, il essaye de montrer qu'à l'intérieur de cet esprit, de ces faits psychiques, le principe de causalité vaut, et il vaut même dans le lien entre conscient et inconscient. C'est-à-dire qu'il y a des faits psychiques conscients
qui se rattachent à des causes qui sont, elles, inconscientes. Et ce qui explique le symptôme, je ne sais pas, une pensée morbide, un TOC ou je ne sais pas quoi, ce qui explique le symptôme, c'est une cause inconsciente. Donc c'est ça la psychanalyse, l'extension du principe de causalité au-delà du domaine de la conscience traditionnelle. Donc vous le voyez, on est déjà arrivé ici à l'évocation de l'inconscient. Cet inconscient, il va être au cœur de la théorie freudienne. Et ce faisant, la théorie du sujet que propose Freud, c'est une théorie dans laquelle on va assister à une sorte de décentrement du sujet. Le centre du sujet, ce n'est plus sa conscience. Ce n'est plus la clarté à soi-même des pensées. Le centre spirituel, ce n'est plus le cogito qui est capable de se décrire en toute transparence. Non, Freud va décentrer en quelque sorte sa compréhension de l'esprit humain en montrant que derrière le conscient, il y a le continent de l'inconscient. Il n'y a pas de transparence totale du sujet à lui-même. C'est la raison pour laquelle vous lirez parfois que la psychanalyse est associée à ce qu'on appelle les philosophes du soupçon. Par exemple, je ne sais pas, on peut faire des liens entre Freud et Nietzsche, par exemple. Les philosophes du soupçon, ce sont ceux qui justement veulent introduire le soupçon dans cette espèce de certitude que l'homme a de lui-même et de sa position dans l'univers. Donc Freud propose une théorie du sujet dans laquelle on assiste à un décentrement, et il va essayer de décrire tout au long de sa vie ce décentrement. Il y a essentiellement une tension entre le conscient et l'inconscient. Et cette opposition entre le conscient et l'inconscient, elle va être précisée, raffinée. Il va proposer ce qu'on appelle une première topique. Alors topique, ça vient de topos. En grec, topos, c'est le lieu. C'est-à-dire qu'il va essayer de décrire géographiquement, topographiquement l'esprit humain et l'opposition du conscient et de l'inconscient. Donc il y a une première topique, donc il utilise la métaphore spatiale pour décrire l'esprit. C'est ça, topique. C'est intéressant pour nous, parce que la maison va être justement un symbole spatial qui servira également à Freud à comprendre ce que c'est qu'un esprit humain. Donc d'emblée, il va vers des symbolisations géographiques, topographiques, spatiales, pour essayer de comprendre l'esprit. Donc la première topique, vers 1900, distingue le conscient, le préconscient et l'inconscient. Conscient, préconscient, inconscient. Il y a une seconde topique, à peu près 20 ans plus tard, dans laquelle on va opposer le ça. Le ça, c'est l'inconscient refoulé. Donc le ça. Le moi, qui serait le lieu de la conscience, on pourrait dire. Le surmoi. Le surmoi, c'est une instance qui est, pour Freud, héritée, une instance législative, en quelque sorte, qui est héritée du complexe d'Oedipe, par intériorisation des interdits, etc., parentaux. Donc le ça, le moi, le surmoi, et il va ajouter aussi, après, l'idéal du moi. C'est-à-dire une sorte de modèle auquel le moi aspire en vertu de ses intérêts intérieurs, ses valeurs, on pourrait dire. Ça, moi, surmoi, idéal du moi. Ça, moi, surmoi, idéal du moi. Autre image spatiale utilisée parfois par Freud, c'est l'image de l'iceberg. On ne connaît que la surface émergée de l'iceberg. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est toute cette masse souterraine, obscure, qui, elle, est immergée. Et c'est ça qu'il va falloir essayer de décrire pour la psychanalyse. Non seulement essayer de décrire un peu l'inconscient, pour autant que ce soit possible, mais au moins dans son fonctionnement, et décrire la relation entre la face émergée et la face immergée. Alors,
Encore des remarques préparatoires. Je pose pas mal de trucs de base, je suis désolé, c'est un peu scolaire là, mais on en aura besoin. Donc j'essaye de réduire au maximum, mais en même temps de vous donner quelques clés, parce qu'elles nous serviront après dans toutes les explications de texte. Une chose qui est essentielle sur l'inconscient, c'est Freud, on dit, voilà, il découvre l'inconscient, etc. C'est pas le premier, on n'a pas attendu Freud, la fin du 19e siècle, pour parler de l'inconscient. Hein, c'est un terme et quelque chose qui existait bien avant. Simplement, ça va être Freud est le premier à comprendre l'inconscient et à le définir de manière dynamique. Dynamos, la force. L'inconscient, c'est une force. Et ça, vous le comprenez chez Freud quand il fait la distinction entre ce qu'il appelle l'inconscient refoulé et l'inconscient latent. L'inconscient latent, c'est ce qui est, on pourrait dire, ça correspond à tout ce qui a été oublié, tout ce que vous oubliez. Mais cet inconscient latent, c'est un oubli provisoire. Si vous, je sais pas, vous concentrez un petit peu, ça redevient très facilement conscient. Ah mince, j'ai oublié comment on fait la recette de je sais pas quoi, la tarte aux pommes, et puis bon, ça revient très vite. Bon. Donc le latent désigne tout ce qui est passé, devenu inconscient, mais peut facilement redevenir conscient. L'inconscient dynamique, refoulé, c'est beaucoup plus complexe, parce que dans ce cas, quelque chose s'oppose au redevenir conscient, au retour dans la conscience. Il y a ce que Freud appelle une résistance. Et cette résistance, il ne l'invente pas, il l'expérimente dans la cure analytique avec ses patients. Il se rend compte qu'il y a toujours un moment, quand on laisse le patient parler, où le patient va buter, il a l'impression qu'il n'a plus rien à dire, il ne voit pas comment aller plus loin. Eh bien ça, c'est le moment où le patient bute contre la résistance. Et tout l'enjeu de la cure, par le jeu des questions-réponses, c'est d'essayer de permettre au patient de franchir, de dépasser la résistance. Donc la résistance, elle est éprouvée par le fait de la cure analytique, et à partir de ce fait, on peut en déduire l'existence d'un refoulement. Ça ne redevient pas conscient parce que quelque chose s'oppose au redevenir conscient. Parce qu'il y a une force qui l'en empêche. Et c'est là que l'inconscient devient quelque chose d'assez inquiétant. Parce que c'est là où on sent que ça nous échappe. Et c'est pour ça que Freud dit ça, appelle ça le ça. Dans le lapsus, dans l'acte manqué, dans le symptôme, c'est pas moi qui, je sais pas, ai du mal, ou qui passe mon temps à chercher mes clés, à me laver les mains, ou je sais pas quoi. C'est pas moi, c'est ça m'oblige à me laver les mains. Ça m'oblige à dire ceci. Ça parle à travers moi, ça agit à travers moi. On ne se reconnaît pas dans certains de nos actes, dans certaines de nos paroles. Il y a un lieu de dépossession. Et c'est en cela que l'inconscient, le ça, est tellement inquiétant. Il y a une troisième personne en nous. Déconnexion. Je sais. Déconnexion, qu'est-ce que j'ai dit ? De dépossession, voilà. Donc l'inconscient, il sera d'autant plus inquiétant qu'il est considéré de façon dynamique, constitué de forces qu'on appelle des pulsions. Pulsion, c'est une force tendue vers un but. Et ces forces, ces pulsions, elles animent la vie psychique, elles animent la vie somatique, c'est-à-dire que la façon dont le psychique anime le corps également. Soma, c'est le corps en grec. Il y a des états du corps, des états somatiques, qui sont causés par des causes psychiques liées à l'inconscient. Et c'est pour ça que la médecine traditionnelle ne peut pas les expliquer, parce qu'il n'y a aucun problème organique, n'est-ce pas ? Il y a des fois, il y a des troubles du langage, mais il n'y a aucune aphasie, il n'y a aucun problème dans le cerveau. En fait, ça se relie à des troubles psychiques.
C'est ce qu'on verra par la suite. Bon, j'avance un petit peu plus vite. Donc, le lien entre l'inconscient et le conscient, le lien de causalité, c'est le suivant. Il y a certains troubles, que ce soit dans nos actes, dans nos paroles, dans notre corps ou dans notre esprit, qui peuvent s'expliquer donc par l'inconscient, par le refoulement d'une pulsion. Et le symptôme que vous éprouvez consciemment, je fais ça ou je dis ça, mais je ne sais pas pourquoi. Donc ce symptôme que vous éprouvez consciemment, mais sans le comprendre, il a pour cause un certain refoulement. Le symptôme est la manifestation, du coup, consciente, mais altérée, substitutive, de quelque chose d'autre qui s'est passé dans l'inconscient et le refoulement. Tout ce dans quoi on ne se reconnaît pas et qui gêne notre vie normale, on va dire, eh bien c'est la manifestation consciente, substitutive, et donc il y a transformation, et c'est pour ça qu'on ne comprend pas, d'un trouble inconscient. Encore une fois, le psychanalyste, en bon scientifique qui applique la causalité, il va chercher la cause. Et il y a donc cette phrase qui est un petit peu, on pourrait dire, le motto de la psychanalyse et du psychanalyste, et que vous trouvez dans un texte dont je vous recommande la lecture si ça vous intéresse, la psychanalyse, parce que c'est le texte le plus simple de Freud en tant que présentation et explication de la psychanalyse. Ce texte, ce sont les 5 leçons sur la psychanalyse. Alors, de façon générale, Freud, c'est facile à lire. Et c'est même agréable à lire, souvent les études de cas, parce que c'est comme des romans policiers. Il commence par exposer les symptômes, et c'est un peu comme, voilà, on nous dit ce qui s'est passé, et c'est un peu les indices aussi, à partir duquel l'enquête va pouvoir se mettre en branle. Donc ça se lit très facilement, toujours Freud, et il a toujours eu un grand souci pédagogique dans l'explication de ce que c'était que la psychanalyse. Et dans ce cadre, les 5 leçons sur la psychanalyse, c'est fabuleux, il y a plein de métaphores, plein d'explications, plein d'exemples, etc., qui pourront vous éclairer. En tout cas, il y a cette phrase que je tire donc de ce texte. Il écrit ceci: « Le psychanalyste se distingue par sa foi dans le déterminisme de la vie psychique. » Le psychanalyste se distingue par sa foi dans le déterminisme de la vie psychique. Foi dans le déterminisme se distingue par sa foi dans le déterminisme de la vie psychique. Ce qui distingue, autrement dit, vous voyez, il est en train de proposer une définition de la psychanalyse. Ce qui distingue la psychanalyse, c'est une forme de foi, donc de croyance, dans le déterminisme. Le déterminisme, c'est, on pourrait dire, l'autre mot de la science en tant qu'elle applique la causalité. Le déterminisme, c'est le principe qui consiste à dire, encore une fois, que la causalité s'applique partout. Tout est déterminé, ça veut dire tout a une cause. Ce qui m'intéresse, là, c'est le paradoxe. D'un côté, on nous dit ce qui fait la psychanalyse, c'est que c'est une science, c'est un déterminisme, application du principe de causalité. Et de l'autre côté, on nous dit c'est presque religieux, c'est une croyance, c'est une foi. Et c'est toute l'ambiguïté de la psychanalyse, elle est là. Vous êtes un croyant en la possibilité de la science quand vous êtes un psychanalyste. Ce qui fait le fond de cette croyance, encore une fois, c'est que l'étrangeté et le caractère inquiétant, voire effrayant du symptôme peut être dépassé, peut être expliqué. C'est ça la foi du psychanalyste. Alors, tout ce que j'ai dit là devrait nous suffire maintenant pour aller vers notre problème, parce qu'on ne va pas parler de la psychanalyse en général. Maintenant, on va essayer de parler plutôt de ce que peut la psychanalyse vis-à-vis de l'art. Oui. Vous en avez parlé du distancialisme plutôt dans le cours, mais finalement c'est un peu incompatible. C'est incompatible, ouais, parce que pour Sartre, il n'y a pas d'inconscient, déjà. Donc effectivement, de ce point de vue-là, c'est assez incompatible. La phénoménologie, qui est le courant philosophique dont part Sartre, parce que Sartre, il a été très marqué, quand il a fait un petit séjour en Allemagne où il a publié Husserl,
et puis après, il a lu Heidegger, et son premier texte, je vous ai dit, c'est presque un dialogue même avec Heidegger. Donc il a été très marqué par ce fond phénoménologique, qu'il a même radicalisé dans l'existentialisme, en essayant de montrer que l'inconscient, c'est tout à fait relativisable, tout ça. Et qu'au fond, il n'y a pas vraiment d'inconscient, on peut toujours se sortir, la liberté est absolue, et on peut se sortir de toute situation. Alors, c'est pas la seule façon en phénoménologie de considérer l'inconscient. Il faut savoir qu'il y a même des courants phénoménologiques qui ont remis en question complètement cela et qui, au contraire, ont essayé de montrer que la phénoménologie pouvait se servir de la psychanalyse et proposer une théorie du sujet qui est en dialogue avec la psychanalyse. Et ce courant philosophique, si ça vous intéresse, il s'intitule la Daseinsanalyse. Dasein, tu sais, c'est le terme de Heidegger, et on accole à Dasein le terme analyse. Analyse du Dasein, Daseinsanalyse. Les auteurs, alors il y en a plusieurs, pardon. Le plus intéressant, il s'appelle Ludwig Binswanger, pas très connu, hein, mais vraiment, ça peut... Enfin, moi je l'utilise en cours parce qu'il y a des choses formidables sur la pensée de l'espace. Sur ce qu'il appelle, lui, les trajectoires ou les orientations dans l'espace. Ludwig Binswanger. Binswanger. Ludwig Binswanger. Il a écrit sur la mélancolie, il a écrit sur l'orientation dans l'espace, enfin, il y a pas mal de choses, et sur la poésie. Il y a un autre auteur, si ce qui vous intéresse, c'est plutôt le rapport entre l'esprit et le corps, et ce qu'on appelle donc tout ce qui concerne le somatique. Il y a un auteur qui s'appelle Medard Boss, sur la médecine somatique, sur les troubles psychosomatiques. Medard Boss, BO2S, dans mon souvenir. Et il y a un philosophe français contemporain, spécialiste de Sartre, qui s'intéresse aussi beaucoup à ce courant-là, à la Daseinsanalyse, qui s'appelle Philippe Cabestan. Assez facile à lire, c'est bien, c'est vraiment super, je trouve. Philippe Cabestan. Donc voilà, donc c'est ambigu, encore une fois, la phénoménologie peut ou ne peut pas s'inspirer de la psychanalyse. Dernière référence, d'ailleurs, si vraiment ça t'intéresse, il y a un spécialiste de phénoménologie qui est remarquable, il est en Belgique, il s'appelle Rudolf Bernet, B-E-R-N-E-T, Rudolf Bernet, et lui, c'est un spécialiste de Husserl, Heidegger et Lacan. Il a beaucoup écrit sur justement l'interaction possible entre ces courants de pensée-là. Donc, on va rentrer, que peut la psychanalyse par rapport à l'art? Ça va nous occuper, vous allez voir, un petit bout de temps, et voilà, on fait un espèce de long détour, mais on va revenir à Lynch et on va revenir à Lost Highway, vous allez voir, ça va nous servir, tout ça. Le texte dont je vais partir, c'est en fait le texte peut-être principal ou un peu canonique de Freud sur l'art, celui où il a le plus directement essayé d'appliquer à l'œuvre d'art un discours psychanalytique. Ce texte, il date de 1910, Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, 1910. Alors, je ranime mon ordinateur. Alors, dans ce texte, Freud va essayer de se livrer à une explication de l'œuvre de Léonard de Vinci. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu bizarre parce que, d'une certaine manière, en faisant ça, Freud va contre ses propres principes. Parce qu'au fond, pour qu'il y ait une analyse, il faut qu'il y ait un patient. Et il faut qu'on se base sur le discours du patient. Or, Léonard de Vinci, évidemment, il ne l'a pas sous la main. Il utilise néanmoins Léonard de Vinci parce que c'est un artiste, on va dire, universellement connu, que ses œuvres sont très connues et qu'il existe des traces textuelles qui permettraient en quelque sorte de contrebalancer le fait qu'on ne peut pas laisser parler Léonard de Vinci dans un cabinet de psychanalystes.
Alors, cette œuvre qu'il va essayer d'expliquer, c'est Léonard de Vinci en général, mais il va beaucoup se focaliser sur ce tableau qui est au Louvre, là, avec donc la Vierge, l'enfant et Sainte Anne. La mère, donc, de la Vierge. Il va également parler, dans ce texte-là, il va parler aussi du Saint Jean-Baptiste, il va parler un peu de la Joconde, il va parler de l'œuvre un petit peu d'ingénieur, des Léonard de Vinci, mais c'est surtout ce tableau-là qui est au cœur du travail d'interprétation. Cette explication, ou cette tentative d'interprétation de l'œuvre de Léonard de Vinci, elle part notamment d'un texte de Léonard, qui est un texte scientifique, un texte sur le vol des oiseaux, dans lequel Léonard de Vinci essaye de décrire le vol des oiseaux. Et à un moment, donc, il s'intéresse aux vautours. Et c'est un peu une parenthèse dans le texte, il quitte la description scientifique pour subitement se laisser aller à une espèce de souvenir personnel autour de cette figure du vautour. Donc, je cite le texte tel qu'il est habituellement traduit, ça a été remis en question, mais j'y reviendrai. Il semble qu'il m'était déjà assigné auparavant de m'intéresser aussi fondamentalement au vautour, car il me vient à l'esprit, comme tout premier souvenir, qu'étant encore au berceau, un vautour est descendu jusqu'à moi, m'a ouvert la bouche de sa queue et à plusieurs reprises a heurté mes lèvres de cette même queue. Alors, Freud a l'idée de lire cette phrase exactement comme il l'entendrait s'il avait Léonard de Vinci comme patient dans son cabinet. C'est une libre association. Il me vient à l'esprit. Tiens, je suis en train de faire de la science, et puis, pop, il me vient à l'esprit. C'est une libre association. C'est le matériau de base de l'analyse psychanalytique. Donc, ce vautour se serait posé, il présente ça comme un souvenir infantile, premier souvenir même. Un vautour se serait posé sur son berceau quand il était nourrisson, a ouvert sa bouche et tapoté sa bouche avec sa queue. Alors, évidemment, c'est sans doute un souvenir fantasmé, reconstruit. Peu importe. Ce qui est intéressant, c'est la direction et la façon dont Freud va interpréter tout cela. Freud va interpréter ce souvenir, dont je saute les étapes, assez rapidement donc, dans une interprétation liée à l'histoire sexuelle du patient. Il va voir dans ce souvenir une espèce de fantasme de fellation qu'il rattache également à la tétée du sein maternel, à la figure de la mère, le vautour étant symboliquement, dans certaines cultures, un symbole de la mère. Par ailleurs, cette interprétation, il essaye de l'étayer avec un certain nombre de faits plus ou moins avérés qui sont connus sur la vie et l'existence de Léonard de Vinci. En l'occurrence, on a souvent dit qu'il y avait chez lui, dans sa vie, une espèce d'abstinence sexuelle quasi permanente, qui aurait eu chez lui une sorte d'homosexualité refoulée. Alors, je dis « aurait », j'utilise le conditionnel, parce qu'en fait, ces deux points-là ont été remis en question par les historiens les plus récents. J'ai lu, là, il n'y a pas longtemps, une biographie de Léonard de Vinci qu'on doit à Walter Isaacson, où justement, il essaye de revenir là-dessus. L'homosexualité n'était pas refoulée, il a eu des amants, il aurait eu des amants, et donc, il n'y a pas eu d'abstinence sexuelle. Bon, j'en sais rien, peu importe, à la limite, c'est pas le problème. Autre point qu'on sait de la vie de Léonard de Vinci, c'est dans cette jonction avec la relation à la mère, c'est qu'on sait qu'il y a une forme, son existence a été marquée par une forme d'absence, présence étrange de la mère. C'est un enfant plus ou moins illégitime, qui a d'abord été élevé par sa mère naturelle, puis retiré à elle par le père, et qui a vécu du coup avec la nouvelle compagne du père, qui était elle-même comme dédoublée par la grand-mère. Donc au fond, vous voyez, la mère, c'est à la fois quelqu'un d'absent et puis quelqu'un de double. Ça, c'est assez étonnant. Il y a une duplication de la figure maternelle. Mère naturelle, mère de substitution, dédoublement de cette mère de substitution avec la grand-mère. Donc on a une espèce de dédoublement en cascade. Et cela, il le relie donc à une espèce de fixation sur l'objet primitif, le sein maternel, mais aussi le souvenir passé des baisers de la mère qui aurait produit une espèce de fixation sur la bouche.
d'où le fameux sourire des Madones de Léonard de Vinci. Bon, peu importe. À partir de là, ce qui est intéressant, c'est que ce dédoublement de la figure maternelle, il permet également d'expliquer une espèce d'étrangeté que l'on peut voir à l'œuvre dans ce tableau. Qu'est-ce qui est étonnant dans ce tableau, quand on le regarde comme ça? Donc c'est censé être la Vierge, l'enfant et Sainte Anne, la mère de la Vierge. Ouais. On dirait qu'elle a le même corps. Enfin, Exactement. Enfin, la partie basse du corps, c'est une espèce de monstre à 3 pieds. Vous voyez, on a la même base et puis bon, ça se distingue simplement dans la seconde partie du corps à partir de la femme. Donc le dédoublement de la figure maternelle, il est déjà là dans cette espèce de position étrange de la Vierge posée sur les genoux de sa mère, mais il y a aussi quelque chose d'étrange, c'est qu'on a ici deux femmes dont l'une est censée être la mère de l'autre, et on a l'impression que c'est les mêmes, elles ont le même âge. N'est-ce pas? Qui est la mère ici? Si la tradition ne nous l'avait pas expliqué, je ne suis pas sûr de le dire avec facilité. Donc là, vous voyez comment, justement, il y a quelque chose d'étrange, disons un symptôme. Freud essaye de l'expliquer en allant vers l'existence passée de l'auteur, de l'artiste. Par ailleurs, alors ça c'est pas Freud lui-même, mais Freud insistant beaucoup sur cette figure du vautour, etc. Il y a quelqu'un qui a lu Freud et qui a repris l'analyse de ce tableau à partir de Freud et qui a montré ceci, que dans les plis du vêtement de la mère, enfin de la Vierge, on retrouvait peut-être une figure du vautour. Vous voyez ici, incliné, vous avez le bec là, il est allongé. Bref, on retrouve le vautour dans le pli du vêtement de la mère. La personne qui a vu ça, c'est Oscar, il s'appelle Oscar Pfister. Et comme par hasard, regardez ce que fait le vautour avec sa queue. Que fait le vautour avec sa queue? Il tapote la bouche de l'enfant. Vous avez la queue du vautour qui est là, et qui vient tapoter à la fois la bouche de l'enfant et celle de la mère. Bref, tout tourne rond, tout va bien, on a trouvé l'explication, ça fonctionne, etc. Pourquoi pas? Alors, il y a quand même un hic dans tout ça, un patatras, on pourrait dire, c'est que par la suite, il y a des gens qui ont repris le texte de Léonard de Vinci et qui ont montré que dans ce passage-là, on avait mal traduit l'oiseau dont il était question. En fait, c'est pas un vautour du tout, mais un autre oiseau, j'ai oublié lequel d'ailleurs. Et donc, toute cette espèce de délire autour de la figure du vautour serait partie d'une erreur de traduction. Alors, est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que l'interprétation de Freud est juste ou pas? Est-ce que Oscar Pfister a raison de voir un vautour là-dedans? Faites votre opinion. Moi, j'en ai pas vraiment, pour être tout à fait franc, et c'est peu importe. Parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je veux retenir, et on va s'arrêter là-dessus, ce que je veux retenir, c'est la structure, le schéma, on pourrait dire, de ce que c'est qu'une interprétation ou une explication psychanalytique de l'art. Vous le voyez que, au fond, pour Freud, expliquer une œuvre d'art, ça consiste à considérer l'œuvre en quelque sorte comme un symptôme et à remonter du symptôme à sa cause. Et cette cause, elle n'est pas dans l'œuvre, elle est dans l'artiste. Pour expliquer une œuvre d'art, il faut faire un mouvement à rebours vers l'artiste qui l'a créée et interroger notamment son histoire, et plus précisément encore son histoire infantile. Autrement dit, l'interprétation psychanalytique de l'art, elle est toujours généalogique. C'est un mouvement généalogique qui va à rebours de l'œuvre vers le passé de son auteur. Et du coup, ça veut dire que dans ce mouvement généalogique-là, il faudrait partir de la forme et d'un objet qui est culturel, le tableau,
et remonter donc vers une histoire personnelle qui, elle, relève plutôt toujours du sexuel. Donc c'est ça qu'il faut que la psychanalyse essaye d'imposer, c'est l'idée qu'on est passé d'un sexuel infantile qui s'est transposé dans une œuvre culturelle. Et vous voyez que ce qu'on appelle, on parle souvent d'interprétation en psychanalyse, mais en fait cette interprétation, encore une fois, c'est du déterminisme, et donc c'est une explication, au sens où il s'agit de montrer les causes, de remonter jusqu'à la cause, qu'on ramène toujours à l'inconscient et à l'histoire infantile de l'artiste. Si vous voulez comprendre une œuvre d'art, il ne s'agit pas simplement de s'intéresser, autrement dit, au travail formel de l'artiste, à ce qui, d'une certaine manière, peut-être est conscient dans le travail de l'artiste. Non, il s'agit de remonter justement à tout ce qui échappe à son auteur. Et par ailleurs, vous voyez pourquoi aussi il y a quelque chose ici d'intéressant pour nous autour de l'inquiétante étrangeté, c'est que derrière la création artistique qui est en général envisagée comme quelque chose de noble, de grand pour l'humanité, la création c'est quelque chose, et l'artiste c'est quelqu'un qui est encensé, admiré, eh bien Freud nous montre que derrière tout ça, en fait, il y a du refoulé, il y a quelque chose qui est beaucoup plus trouble et qui a presque toujours partie liée à la sexualité. Donc ce qu'il nous faut maintenant essayer de comprendre, c'est la transposition du sexuel vers le culturel. Comment est-ce qu'on est passé de cette histoire sexuelle infantile à l'élaboration culturelle d'une œuvre? Et bien là encore, Freud va proposer un nouveau concept, c'est le concept de sublimation. Et pour comprendre ce concept, il va falloir nous tourner vers un nouveau texte. Alors celui-ci date d'avant, c'est 1905. Ce sont les 3 essais sur la théorie de la sexualité. Parfois on dit aussi 3 essais sur la théorie sexuelle. Bon, ça dépend d'une traduction. 1905, vous les avez lus les textes au fait? Parce que j'ai envoyé un espèce de... Ouais, c'est bon. 3 essais sur la théorie de la sexualité. Bon, alors j'aurai pas le temps de développer le texte, on peut peut-être au moins le lire, et comme ça on y réfléchit, vous commencez à y réfléchir pour la semaine prochaine, et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je lis le texte de Freud. La 3e issue en cas de prédisposition constitutionnelle anormale est rendue possible par le processus de la sublimation, dans lequel les excitations excessives provenant de différentes sources de la sexualité trouvent une dérivation et un emploi dans d'autres domaines, de sorte qu'un accroissement non négligeable de l'efficience psychique résulte d'une prédisposition dangereuse en soi. On trouve là une des sources de l'activité artistique, et selon que cette sublimation sera complète ou incomplète, l'analyse de caractère de personnes hautement douées, en particulier sur le plan des talents artistiques, fera ressortir toute une variété de combinaisons entre efficience, perversion et névrose. La répression par formation réactionnelle, qui, ainsi que nous l'avons vu, commence déjà pendant la période de latence de l'enfance pour se poursuivre dans les cas favorables durant toute l'existence, est assurément une sous-espèce de la sublimation. Ce que nous appelons le caractère d'un être humain est en grande partie construit avec un matériel d'excitation sexuelle et s'assemble à partir de pulsions fixées depuis l'enfance, de constructions provenant de la sublimation et d'autres constructions destinées à maintenir efficacement dans les dessous, dans l'inconscient donc, l'émotion perverse reconnue comme inutilisable. C'est ainsi que la prédisposition sexuelle perverse générale de l'enfance peut être considérée comme la source d'un certain nombre de nos vertus, dans la mesure où, par formation réactionnelle, elle donne le branle à leur élaboration. Alors on verra ça la prochaine fois, mais on pourrait dire que ça c'est typiquement le texte, ou le genre de texte, qui permet de comprendre pourquoi Freud, quand il débarque aux États-Unis et que tout le monde l'applaudit à sa descente de l'avion, Freud aurait eu en tout cas ce mot-là, ils ne savent pas que je viens leur apporter la peste. Voilà, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Allez, est-ce que vous avez des questions, non? Semaine prochaine. À la prochaine.